Voilà, on va résumer un petit peu la situation. Je voulais revenir sur un sujet que j'ai abordé depuis une heure pour ceux et celles qui viennent d'arriver. Je vous rappelle, vous pouvez retrouver effectivement la vidéo, les vidéos que j'enregistre sur YouTube, en faisant Khalid Travail d'Arabe, tout simplement Khalid Travail d'Arabe, et vous verrez toutes les vidéos que j'ai pu enregistrer ça et là. Khalid Travail d'Arabe sur YouTube, chers amis. Je vous disais, chers amis, que cette crise et cette sanction, cette mise à l'amende de la ville de Marseille est incompréhensible. On a vu toute l'élite, toute classe, tout parti confondu, ne comprend pas effectivement cet acharnement sur Marseille, d'autant plus que les chiffres de Véran, qui n'est que docteur. Ici, il y a un professeur qui lui est infiniment supérieur. C'est le professeur Raoult, chiffre à l'appui, etc., qui lui n'est pas dans le calcul politique, qui est dans le sanitaire. Raoult n'est pas dans l'idéologie. Dit que non, les chiffres sont complètement bidonnés, puisque 50% des tests des PCR sont faux. Le New York Times, aux États-Unis, dit que 90% des tests sont bidons, puisque le PCR est réglé à 40. Et donc, il va chercher trop loin, il surmultiplie l'analyse. Donc tout ça ne tient pas la route. J'ai cru même entendre qu'en Afrique, ils avaient testé une chèvre, elle était positive. Au Canada, un médecin a acheté des tests neufs, il ne les a pas utilisés, il les a ouverts, ils étaient positifs. Il faut s'interroger un petit peu qui fait quoi, à quoi ça rime. Bref, il y a un acharnement sur Marseille, visiblement. Alors, parce que pourquoi? Est-ce que la ville est passée complètement à gauche et que ça pourrait effectivement entraîner le reste de la France aussi à basculer, à se débarrasser de cette politique ultralibérale du capitalisme? Il faudrait sanctionner Marseille, comme Louis XIV a voulu le faire à l'époque, en défonçant d'ailleurs la muraille de Marseille. On a dit à Louis XIV, tenez les clés pour rentrer, on vous ouvre la porte. Il a dit non. Il a demandé à ce qu'on détruise les murailles. Détruire Marseille, c'était la volonté du très colérique et du très prétentieux, vaniteux arriviste Louis XIV. Aujourd'hui, les autorités de l'Élysée veulent détruire aussi Marseille. En tous les cas, ça ne tient pas debout par rapport aux chiffres. Est-ce qu'on veut faire payer Marseille pour sa résistance, sa rébellion? Est-ce qu'on veut aussi faire taire les villes où ça manifeste beaucoup, comme Marseille et Paris? Ça manifeste partout, on interdit les rassemblements, etc. Tout ça est très curieux puisque les chiffres ne sont pas du tout ce que dit Véran, mais sont plus ce que dit ces professeurs intègres, libres de toute contrainte financière, à savoir le professeur Raoult, ses collègues ici aussi à l'IHU de Marseille, ajoutez aussi ce que dit encore une fois le professeur Delépine, le professeur Toussaint, le professeur aussi Perron dans son livre, comme je vous le disais, quelle est l'erreur qu'ils n'ont pas faite. Enfin, il y a beaucoup de contradictions et Marseille ne comprend pas trop tout ça. En tous les cas, les gens s'interrogent, est-ce qu'on veut mettre à l'amende, est-ce qu'on veut diviser les villes? L'autre, toi tu peux rester ouvert, toi tu restes pas ouvert, tu fermes. Est-ce qu'on veut diviser pour mieux régner? Est-ce qu'on veut dramatiser? Ou alors est-ce que, quelque part, on veut en arriver à ce que les gens soient exacerbés, qu'ils acceptent n'importe quel vaccin? Comme celui de la grippe qui arrive, paraît-il, méfiez-vous. Il y a beaucoup de gens qui déconseillent totalement ce vaccin contre la grippe. Ils le déconseillent fortement. Il y a les vaccinologues, ceux qui travaillent avec les labos, qui le veulent, mais pour beaucoup, il est effectivement contraire. Il va vous donner, il risque de vous fragiliser davantage, et le bien fondé du vaccin contre la grippe n'est pas prouvé, mais du tout, bien au contraire, insiste notamment le docteur Tal. Le docteur Tal et le professeur Joyeux, qui effectivement ne sont pas invités dans les médias, puisque apparemment ils vont contre les lobbies pharmaceutiques, qui eux veulent vendre du vaccin à tout prix. Donc, s'il y avait un vaccin contre la connerie, je pense qu'il faudrait les administrer à tous ces labos, les premiers. Je pense qu'on aurait peut-être un peu la paix. Bref, tout ça est très inquiétant, cet acharnement sur Marseille. On veut peut-être faire payer aussi le fait que Raoult ait fait dérailler le train de la vaccination obligatoire. C'est M. Bill Gates qui ne doit pas être content de savoir qu'il y a un type qui est plus performant que lui, plus instruit, plus intègre. Bill Gates qui est derrière un peu tout ça, le lobby de la vaccination. Bill Gates qui avait commencé en fabriquant des virus pour les jeter dans les ordinateurs et en même temps il fabriquait l'antivirus. Ouais, déjà un voyou, une crapule quoi. Ouais, on peut dire une ordure aussi. Ouais, il fabriquait le virus qui balançait partout, puis après il envoyait l'antivirus et il se faisait aussi du pognon comme ça. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il a changé de virus? Est-ce qu'il balancerait un autre virus avec des potes? On ne sait jamais. Et qui dirait, mais j'ai le remède, c'est la vaccination. On peut s'interroger.
Moi, je ne fais que m'interroger, puisqu'il l'a fait avec les virus informatiques. Pourrait-il pas le faire avec d'autres virus qu'on appellerait le corona qui est le nom scientifique du rhume et de la grippe, hein. On nous a inventé coronavirus. Tiens, c'est venu de où ça? C'est venu d'une autre planète, non? Des coronas, il y en a toujours eu, et les médecins en connaissent. Et le professeur Raoult a beaucoup écrit à ce sujet-là, évidemment. Alors il y a un acharnement, le port du masque, l'amende, les gens ont peur de tout ça. Je vous disais, des gens mettent même un masque et du plexiglas en plus. Demain, on va nous demander de mettre une couche, hein. Une couche, mettez une couche qu'on vérifie là en pleine rue. Allez, hop, on baisse le pantalon et on regarde tout de suite. Elle est même pas propre. Tu dois changer de couche toutes les 2 heures. On va se balader chacun avec 2 tonnes de couches dans le dos. Non mais la terreur et l'absurde n'ont pas de limite, hein, si on laisse faire. Donc les gens commencent à contester, à se dire ça commence à bien faire. Et il y a un mouvement de désobéissance civile qui s'organise en France. Des maires qui ont attaqué l'État sur le port du masque comme à Strasbourg, et ça a marché. Les gens se sont débarrassés de cette muselière qu'on met, voilà, une muselière sur le masque. Le papier est écrit ça ne vous protège pas des virus. Mais pourquoi on le porte alors que celui qui l'a le met, etc. Ou qui reste un peu confiné chez lui, mais qu'on fracasse pas toute l'économie. On dirait que la France va tomber par terre et je ne sais pas qui va la racheter. Ou alors c'est peut-être prévu que tout l'immobilier, tout le foncier soit racheté par quelqu'un et on soit complètement sous la mainmise. On ne voit pas trop le but de tout ça, hein. Le maire, si tu as une petite idée, Bruno Le Maire, hein, celui qui, la veille des élections, injurié, craché sur Macron, et le lendemain matin, il venait lécher les crachats qu'il avait jetés sur lui. Tous ceux qui sont dans son gouvernement, juste au passage, pour montrer un petit peu leur élégance morale, intellectuelle, leur sens de l'honneur. Hier, il crachait sur Macron, et le lendemain, sur un coup de fil, « Tu veux être ministre ?» Waouh, 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 waouh. Il venait laper les pieds de Macron. Et c'est ce qui nous sert de ministre, hein. Bref, je ne parle pas de Super Dupont qui disait hier je ne serai jamais ministre. Super Dupont-Moretti et qui arrive là. Je ne parle pas de Darmanin qui aurait profité de son poste pour demander à des femmes un peu paumées, des SDF ou qui n'avaient pas d'appartement, de leur dire écoutez, on peut faire des choses, si vous acceptez de faire des choses. Il leur a demandé de s'agenouiller, quoi. C'est quand même dingue, quand même, hein. Mettre une femme à genoux, au sens propre, au sens figuré, c'est ce que je veux dire. Et il arrive ministre de l'Intérieur. Alors moi, je ne sais pas, hein, il profite de la liberté de comment ça s'appelle déjà la présomption d'innocence, c'est vrai. Alors, pourquoi Darmanin présomption d'innocence et présomption de culpabilité pour Tariq Ramadan? Expliquez-moi. Inda Yari, elle est quelque part, on n'entend plus parler d'elle, Inda Yari, là, celle qui est la première accusée et qui se trompait dans les dates, il pleuvait, il faisait beau, on était à Paris, on était à Rouen, elle ne savait plus quoi, la malheureuse. Donc, c'est vrai, pour Darmanin, juste, il y a certes présomption d'innocence, mais ça sous-entend aussi présomption de culpabilité aussi. Bon, apparemment, pas suivi, Macron a dit hop, on n'en parle plus, fermé, etc. BFM TV, tu n'en parles plus, etc., etc. Donc, on a une situation un peu difficile. Macron, au lieu de s'occuper de la France, qui va très très mal, visiblement, il s'occupe de ce qui se passe, il veut faire la guerre à Erdogan. Erdogan, le magnifique. Erdogan, pourquoi? Parce que la France, nous, on est en train de titiller, on est en train de se chier dessus parce qu'il y a quelques migrants qui rentrent. Erdogan a reçu 1 million. Il y a 1 million. Il n'a pas la force et l'argent de la France, apparemment. Il n'est pas dans le G7, dans le G3, dans le G5. Il n'est plus dans les pays des G20. Et il reçoit 1 million de migrants chez lui. Il a construit un hôpital hyper moderne à Istanbul. Plus grand, il y a plus de respirateurs chez Erdogan que chez nous. Et Macron veut lui faire la guerre. Mais c'est quoi? Macron veut faire la guerre à Erdogan pour une histoire d'eau territoriale. Il prend parti avec la Grèce, etc. Il s'acharne sur lui. Mais laissez Erdogan tranquille. Souvenez-vous un peu de l'histoire, monsieur Macron, vous, qui vous voulez intellectuel et clairvoyant. Souvenez-vous qu'en 1536, celui qui vient en aide à la France, à François Ier, qui était un grand roi, contrairement à Louis XIV, c'était un peu un tartuffe, Louis XIV, tous les Louis étaient des baltringues, mais François Ier, marié avec Isabelle de Savoie, je crois, ouais. En 1536, qui vient l'aider quand les Espagnols lui fracassent la gueule à la France? Eh bien, c'est Soliman le Magnifique, c'est le Turc, c'est le Erdogan de l'époque. Soliman le Magnifique qui va faire un traité avec la France et qui va permettre justement à Marseille de se développer. L'essor du port de Marseille vient du traité des capitulations 1536 grâce à Soliman le Magnifique. L'histoire devrait vous guider, monsieur Macron, qui vous prétendez donc philosophe et tutti quanti. Et dans le même temps, celui qui va enfermer le roi de France, qui va l'humilier, c'est l'Espagnol, c'est Charles Quint. Il va humilier, il va arrêter le roi de France, il va le jeter en tôle, il va demander de l'oseille, il va faire cracher la France. Comme aujourd'hui, l'Europe nous demande de cracher de l'oseille. Et celui qui vient en aide à l'époque,
c'est justement, c'est Soliman le Magnifique, Erdogan le Magnifique, on va dire ça comme ça. Dans le même temps, juste pour la petite histoire, il y a un Espagnol qui fait le malin, il s'appelle Miguel Cervantes, celui qui a écrit Don Quichotte. Don Quichotte, d'ailleurs, dont il s'est inspiré quand il était en Algérie, quand il s'est fait arrêter, parce que quand il fait la guerre de l'Épante, quand il prend parti contre les musulmans, en vérité contre les Ottomans, eh bien, il se fait arrêter Miguel Cervantes, et il est enfermé à la prison de Barberousse, en Algérie, à Alger. Ouais, ouais. C'est là qu'il trouvera, paraît-il, l'idée du manuscrit, l'idée de son Don Quichotte. Donc j'ai un petit peu piqué l'idée, grosso modo. Eh bien, il sera enfermé aussi en Algérie, lui, voilà. Et celui qui va l'arrêter, qui va le faire souffrir, juste pour la petite histoire, c'est un Algérien d'origine albanaise qui s'appelait Mami, comme Cheb Mami. Mami, c'est pas Cheb Mami d'aujourd'hui, c'est Mami de l'époque, un Albanais qui va lui être plus malin parce qu'il a essayé de se sauver Cervantes et donc il a été surveillé de très près par ce Mami algérien d'origine albanaise. Bref, dans tout ça, Jean Castex qui apparemment... Chez Castex, il y a tout ce qu'il faut sauf un cerveau, hein, je vous le dis direct. Chez Castex, il y a tout ce qu'il faut sauf un cerveau. Apparemment, il a été interviewé, j'ai entendu dire, par la nouvelle princesse des médias, une certaine Salamé, laissez-moi rire. Elle a écrit un bouquin, Femme puissante, zéro l'écriture, zéro. Faut arrêter Salamé de te la rouler un petit peu, de rouler ta caisse, Léa, machin, là. Zéro. Tes interviews pro-gouvernementales, la propagande, ça suffit, là, Salamé, c'est un peu gros. Elle est partout. Elle est partout, elle est comme le Covid, elle est partout. C'est incroyable, pour aller se calmer. Puis la propagande pour le gouvernement, etc. Elle pose des questions à Jean Castex. Lui, il est complètement paumé, le mec. Elle lui parle de piscine, il ne sait pas s'il faut fermer, il boit la tasse. Elle lui parle d'autre chose, il regarde dans la lune, il est partout, sauf à sa place, Jean Castex. En fait, on sent bien que c'est, voilà, un petit peu de figuration, quoi. Il a été un peu mis là, voilà, voilà, parce que c'est un mec qui n'a rien à dire et il ne supporte pas quelqu'un qui aurait de la personnalité, Macron. Donc on a mis un peu de teco, comme diraient les jeunes. Alors je vous parlais de Super Dupont-Moretti, hein, qui disait hier, Wallah, je ne viendrai jamais. Wallah, ouais, il a dit, Wallah, j'ai entendu ceci. Wallah, je ne viendrai jamais ministre. On l'a vu là. Il y a un petit coup de sifflet, il a couru, ventre à terre, malgré son gros ventre. Hein, il a couru, son gros calche, il est couru. Oui, moi ministre, moi ministre. Son but, c'est d'arriver à la place de Castex. Ça va pas être facile. Un petit coup d'épaule, il va le jeter parce que l'autre, c'est. Là, vous avez entendu son interview, il fait mal à la tête, le mec. Donc l'autre, son ambition, c'est ça. Mais moi, je ne sais pas comment Moretti peut faire, parce que Moretti, quand même, un mec qui a de la personnalité, quand même. C'était d'origine italienne, tu vois, quand même un peu ténu, etc. Comment il accepte, quand même, de savoir que son pote Darmanin, il est soupçonné, quand même, de contraintes sexuelles sur deux malheureuses. Il a des dossiers en main, Moretti. Comment il peut se taire? Des gros dossiers très relous, très chelous, avec des copains du pouvoir. Comment il peut se taire? Je veux dire, comment il accepte, un mec comme lui, d'avoir des ficelles dans son dos? D'avoir un balai sur les épaules et surtout de la fermer, alors que c'est un orateur, c'est un avocat. Acquittator, aujourd'hui, c'est devenu plutôt Waloukator. Waloukator, c'est alligator. Avant, Moretti, c'était Acquittator, aujourd'hui, c'est alligator. Une grande gueule et des petits bras. On ne peut plus rien dire, mesquine. Bon, on revient juste après. Restez à l'écoute. Alors, juste pour changer de sujet, quand Macron arrive et s'occupe pas de la France, alors que c'est ici qu'il y a un peu le merdier, quand même, il se présente pour le Premier ministre libanais, je ne sais pas ce qu'il lui prend, voudrait être peut-être le maître du monde, je ne sais pas. Qu'il gouverne déjà chez lui, serait déjà pas mal, parce que là, c'est un peu quand même le gros merdier. Il a laissé des clés, je sais pas à qui, hein, mais bon, visiblement, il n'y a plus personne qui a d'explication. Personne n'a la clé pour comprendre quelle est cette politique qui mène au désastre d'écraser l'économie, sauf à vendre quelque chose. Vous savez, souvent, un gouvernement libéral, lorsqu'il veut se débarrasser d'un bien public, d'une société publique, de la sécurité, quand il veut se débarrasser de ça, eh bien ce qu'il fait, il enlève des moyens financiers pour que ça marche très mal, et ensuite il dit, bah, écoutez, ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Les gens se plaignent, et il la privatise, il la balance. On a l'impression que c'est un peu ça aussi. Tout est fait pour que la France se tourne pas rond, et qu'il propose après, écoutez, on va la vendre à du privé, puisque ça tournera peut-être mieux. C'est peut-être un peu le but de tout ça, parce que sinon, il n'y a pas trop d'explications. Vous en avez peut-être, tant mieux pour vous, moi j'en ai pas d'autres, sauf à vouloir mettre le peuple à genoux et tout accepter, et de se faire contrôler, je ne sais pas comment, hein. Une puce peut-être, hein, dans le dos, dans la tête. Les médias ne suffiraient plus à se faire, pour contrôler les gens, il faudrait aussi leur mettre une puce, je ne sais où, là où, je ne sais pas,
pour pouvoir les tenir correctement et contrôler un petit peu la population. Ça me fait penser à ce fameux film, cette série télévisée anglaise qui s'appelle Prisonnier, où le mec était dans une île où apparemment il avait tout, hein, bonjour chez vous tous les matins, la vie était belle, etc. Mais le mec il pouvait pas se sauver. C'était un ronron continu, une espèce de prison à ciel ouvert, et quand le mec voulait se barrer par la mer uniquement, c'était une île, eh bien voilà, il y avait des ballons qui le repêchaient, qui allaient le chercher, il pouvait pas se barrer. C'était le bonheur, vous savez, le bonheur un peu saturé, fermé, confiné, c'est un peu ça, on part plus. T'as tout, mais qu'est-ce que tu vas te plaindre? T'as la télévision, t'as la télé-poubelle. T'as surtout de la poubelle et des ordures dans laquelle tu vas te plaindre, c'est tout ce qu'il faut. Bah mange de la merde, c'est vrai, mais tu manges quand même à ta faim, etc. Qu'est-ce que tu réclames? On va donner un peu d'argent, etc. La vie est belle, laisse-nous faire, on s'occupe de tout. J'exagère, c'est un scénario catastrophe, mais bon. Bref, Macron va là-bas, au Liban, je sais pas, faire des ronds de jambes, menacer, etc. S'occuper de ce qui ne le regarde pas, d'ailleurs, comme en Turquie. Alors que c'est plutôt ici qu'il faudrait effectivement mettre les bouchées doubles et se concentrer en demandant aux Français ce qu'ils veulent réellement, quoi. Et alors, il faudrait d'abord qu'ils s'imprègnent de la sagesse libanaise, quelle que soit la confession. Le Liban est un peuple qui a une sagesse collective, au-delà d'être musulman ou chrétien, il y a quand même une sagesse collective qui est inspirée notamment par Khalil Gibran, hein, qui, voilà. Je ne sais même pas s'il connaît le prophète de Khalil Gibran, le locataire de l'Élysée. Sauf que j'ai envie de citer George Bernard Shaw, l'anglais qui a été persécuté, qui disait les hommes politiques et les couches, on parlait des couches tout à l'heure, les hommes politiques et les couches doivent être changés souvent. Les hommes politiques et les couches doivent être changés souvent, pour les mêmes raisons. De là à ce que George Bernard Shaw sous-entend qu'il y a de la merde dedans, il n'y a pas loin, il n'y a pas loin, il n'y a pas loin. Ça, c'est du George Bernard Shaw, c'est du vitriol, George Bernard Shaw. Hein. C'est un Irlandais d'origine, hein. Non, c'est ça. Ouais. Et après, il y avait aussi, on peut citer aussi Victor Hugo qui disait « Je préfère être du côté du peuple qui meurt plutôt que de ceux qui sont aux côtés des rois qui tuent et qui assassinent. » Suivez mon regard.